On va... Si possible, on en parle. Bonjour chers amis auditeurs de Radio RVL, c'est Dominique dans son émission Photo, on en parle. Eh bien aujourd'hui il y a un rayon de soleil, un brin de soleil, la table elle est pleine de chocolat, alors il y a des... Bon, ça sent les fêtes, ça sent plein de choses, ça sent le bonheur. Et puis j'ai deux invités, une jolie petite dame, et puis qui va se présenter, qui s'appelle Marthe, mais je vais la laisser se présenter tout à l'heure. Et puis à côté de moi, j'ai Guy. Guy, alors ce sont des gens que je connais très peu, puisqu'on s'est rencontrés lors de rencontres, de salons pour certains, d'expositions pour l'autre. Et puis il y a des gens dans la vie, ils font des choses formidables. Ça, vous le savez bien. Hein, je pense qu'on a tous une petite part un âme artiste en nous. Et aujourd'hui, ça va être un peu exceptionnel en plus, parce que comme c'est pas loin de Noël, il y a Marthe, elle est venue, et puis je lui dis, écoute Marthe, ce serait bien qu'on fasse une émission ensemble, mais pas n'importe quelle émission, parce que là, on va parler photographie, mais on va parler cuisine aussi, Marthe. Très bien, tout à fait. Ce sont mes deux passions, la photo et la cuisine, donc je suis tout à fait prête à répondre à vos questions. Alors on a préparé l'émission ensemble, comme à chaque fois, et puis à côté de moi, à ma droite, j'ai Guy, que j'ai rencontré il y a très peu de temps, au salon de toute collection à Montivilliers. Exactement. Hein, Guy. Et puis Guy, Guy, il a une grande passion, alors qu'il le dévore depuis très longtemps. Et puis, je veux te croire que j'ai vu sa collection. Il a une j'en ai vu qu'un petit bout. J'ai vu 10% de sa collection à son bureau, et qui a une très belle collection d'appareils photo d'hier et d'aujourd'hui, on va dire. Hein, oui, tout à fait, puisque les plus anciens remontent à 1880. Donc tu vas nous parler vraiment les tout tout débuts de la photo. Oui, alors tu vas nous en parler, parce que ça, en plus, alors non seulement je commence à, c'est pas poli, mais je vais commencer avec Guy, mais il est bien parti là. Et Guy, tu vas nous parler aussi de la photographie, mais de la photographie, l'histoire de la photographie, parce que toi, tu es un adepte de la photographie, mais de l'autre côté, toi, c'est-à-dire que tu regardes, mais tu ne fais pas de photos. Et ta petite collection quand même, qui est pas rien, puisque c'est une collection entre 600 et 700 appareils photo. Exactement. Et je dis bien, ils sont tous en excellent état. Et j'en ai vu, c'est très très beau. Alors on va donner la parole à la dame quand même. Bien sûr. Oui, honneur aux dames. Oui. Et puis j'ai oublié de dire aussi, on a deux invités dans le studio qui sont là. On va les nommer parce que ça les intéresse de venir voir. Il y a Manu, Emmanuel de Montivilliers, et puis Jocelyne qui est de Saint-Jouin. Josiane, qui est de Saint-Jouin. Donc, merci de votre présence, de venir nous voir. Et puis, à la veille des fêtes comme ça fait plaisir d'être entouré de monde. Voilà. Alors, Marthe, nous, quand on s'est rencontrés la première fois... Oui. Une petite blague, on se connaissait pas. Non. La première fois, on se connaît jamais. Exactement. Et voilà. Et puis, Marthe, ce qui m'a fait plaisir, c'est en allant au salon. Alors, on s'est rencontrés où, tiens, Marthe? Au salon d'Octeville. Oui. Au salon photo. Au salon photo d'Octeville. Je sais pas, c'est un salon photo, oui. C'est ça. Voilà, d'Octeville, où j'exposais des photos. Il y a très peu de temps, il y a deux mois à peu près. Oui, à peu près, oui, c'est ça. C'est en octobre, oui. En octobre. Et j'exposais des photos de légumes, surtout de légumes. Oui. Et c'est ce qui t'a accroché ton œil, je crois. C'est ce qui a accroché mon œil, parce que quand j'ai vu toute cette potée, je trouvais ça magnifique, parce que j'ai dit, il n'y a pas un photographe là. Et vous étiez de nombreux exposants. Ah oui, on était très nombreux, oui, une cinquantaine, je crois. Oui, à peu près, oui. Et il y en avait qu'une qui avait fait des légumes. Alors là, ça m'a un peu étonné. Des légumes dans une cuisine. Bon, ça, c'est tout à fait normal, mais des légumes présentés et photographiés. Alors, comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai été voir Marthe, et puis je lui ai dit, mais ça vous est venu comment, ça, de faire la photographie, ce style de photographie? Alors, elle me dit, c'est tout simple, je m'embêtais un petit peu dans ma cuisine pendant le confinement. Et puis elle m'a dit, j'ai photographié les plats que je préparais. Ah oui, c'est une réussite ça. Donc la cuisine est devenue un studio. Alors Marthe, parlons un petit peu. Alors on va
on va décliner un petit peu ton identité. D'accord. Hein, parce que tu es quelqu'un que ça laisse pas indifférent, quoi. Tu es d'origine espagnole. Catalane, attention. Née à Barcelone, de famille catalane, oui. Alors, ta cuisine, elle est de là-bas, hein, aussi? Oui, parce que ma mère, la mère, même si elle cuisinait pas beaucoup, elle avait quand même, elle faisait un peu de cuisine catalane, on va dire, même en France, voilà. Ouais. Et t'es née je suis née à Barcelone. Je suis venue en France très jeune. Et après, j'ai vécu surtout en France, dans le sud, dans les Pyrénées, puis en Normandie, côté de l'eau, dans le Calvados. En Normandie, j'ai aussi noté pendant la préparation de cette émission, il y a quelque chose qui t'est resté marqué, c'est cette rencontre dans le château de Caen. Ah oui. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'est arrivé là? Oui, j'avais donc mes parents étaient immigrés politiques, donc ils avaient beaucoup d'amis, aussi réfugiés politiques, et donc les parents donc se retrouvaient dans le château de Caen, qui les hébergeait d'ailleurs, qui hébergeait beaucoup de réfugiés politiques, dans les salles du château. Et donc, souvent le week-end ou le dimanche, je ne sais plus, avec mes sœurs, on se retrouvait avec les amis de mes parents, on se retrouvait dans ces salles du château, et bien sûr, les parents papotaient entre eux, etc., mangeaient, buvaient, etc. Et nous, les enfants, on avait le château pour nous. Et on jouait à cache-cache dans les salles du château. Mais j'ai encore les images dans la tête de ces salles, je saurais les retrouver. Bien sûr. Je m'en souviens très bien. T'avais quel âge à peu près? C'était dans les années 60, 50, 60, 65. Alors, depuis, il s'est passé... Moins que ça, 50, 60. 50, 60. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il s'est passé plein de choses après dans ta vie, et on va en revenir un petit peu après dessus, mais je crois que tu es on va dire une Espagnole quand même, pas une Catalane. Espagnole, pourquoi? Parce que c'est une Espagnole que j'invite aujourd'hui avec sa cuisine. Donc, oui, mais j'ai pas de... T'es plus parisienne que... Ah oui, ça oui, mais plus qu'espagnole alors. T'es plus parisienne j'ai qu'espagnole. vécu 50 ans à Paris, quand même. Combien? 50. 50? Ça fait un bail. Ça fait beaucoup, oui. Et puis, tu es venu au Havre, émigré aussi, à la retraite. Ouais, c'est ça. Pour prendre l'air. Donc, on a respirer. Respirer, oui. Mais on va en revenir sur ta carrière sur Paris aussi, parce qu'il s'est passé des choses sur Paris. Et puis, on va faire une petite présentation aussi de Guy. Guy qui est à côté de moi. Et Guy, t'es... À la fin de notre, je ne sais pas si tu te rappelles, à la fin de notre entretien tous les deux là, c'était cette semaine, en début de semaine. Juste à la fin, on avait un point en commun, c'est que nos pères, nos parents étaient cheminots. Oui. Alors comme quoi le monde est, le monde est petit. Sans le vouloir, on a connu pratiquement le même quartier. Oui. Quartier des cheminots. Le quartier des Cheminots, qui était stade des Cheminots, situé entre le stade des Cheminots et le boulevard de Graville. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce quartier-là. Là où il y a aujourd'hui le fameux stade. Oui. Puisque moi, mes parents avaient une maison, une petite maisonnette là, sous ce stade. Voilà, exactement. Et toi, tu habitais rue Pierre-Sémar. Pierre-Sémar, c'était le quartier des Cheminots. Les immeubles appartenaient à la SNCF d'ailleurs. Exactement. Et donc j'ai vécu toute mon enfance et une partie de ma jeunesse dans ce quartier, avec mon frère, mes deux sœurs et mes parents. Alors on va parler un petit peu de cette jeunesse là aussi, puisque je sais que tu étais jeune, et puis je sais que tu voulais un appareil photo, et puis tu avais, comme beaucoup, on n'avait pas les moyens. Oui. Et puis tu m'as dit, avec ma sœur, on s'est cotisé. Oui. Et puis on a acheté un appareil photo à deux. Oui, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Je l'ai expliqué effectivement à Hervé, puisqu'il m'a posé la question de savoir comment est né cet engouement, cette passion. Alors bon, c'est pas forcément toujours une passion, mais disons cet intérêt. Cet intérêt pour la photo, et en particulier pour les appareils photo. Ça a démarré à l'âge de 17 ans, 18 ans, lorsque j'étais au lycée.
Et donc en activité extrascolaire, le lycée était doté d'un labo photo. Et c'est comme ça qu'avec l'aide de surveillants, j'ai découvert donc la photo, le développement, le tirage des photos. Mais il était arrivé un moment où il fallait avoir donc des photos et un appareil photo que je n'avais pas. Donc à force d'économie, on a partagé avec ma sœur qui avait aussi également à peu près les mêmes économies. On a acheté ensemble un appareil photo qu'on s'est partagé à deux. Donc l'appareil photo, bien évidemment, c'était pas un appareil très très cher. À l'époque, je me souviens que c'était un Voigtlander, un Vitoré, qui était doté d'une cellule télémétrique, parce que dans les années 70, il y avait bien évidemment un développement très très fort des appareils japonais, des appareils réflexes, mais qui, bien évidemment, pour notre bourse, étaient hors de prix. Très cher, oui. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré, donc l'intérêt. Et puis, du fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, il s'est développé en moi, peut-être. Après, ça pourrait peut-être s'analyser un peu plus profondément, je ne sais pas. Un sentiment de frustration qui a fait que, bien évidemment, lorsque j'ai eu un petit peu plus de moyens, donc, je me suis mis à acheter quelques appareils photo. D'une part, pour faire des photos, essentiellement des photos de vacances, de famille, etc., parce que je ne me sentais pas trop l'âme d'un artiste. Parce que je pense que pour faire des photos, l'âme peut-être pourra me confirmer, il faut avoir quand même un sens artistique. Et je ne me sentais pas du tout à avoir ce sens-là. Par contre, j'avais beaucoup plus de curiosité sur l'objet en lui-même d'appareil photo, c'est-à-dire tout ce qui était aspect technique. Le mécanisme. Mécanisme, puisque bien évidemment à l'époque, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait que de la mécanique. Et encore avant, il n'y avait même pas du tout de mécanique, il n'y avait que du bois, des soufflets et des optiques, c'est tout. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai démarré un petit peu ma collection. J'ai très bien compris, là. Oui. Eh bien, c'est bien. Et puis Marthe, on va demander à Marthe Paris, ton oncle. Qu'est-ce qu'il faisait à Paris, ton oncle ? Voilà, j'avais un oncle qui était photographe à Paris, qui avait un laboratoire argentique. C'était en argentique, il faisait des photos. Lui faisait reportage c'était des naissances. Il allait dans les hôpitaux faire des photos des nouveau-nés ou des mariages. C'était pas trop. Voilà, il faisait surtout ce genre de photos, mais il avait un laboratoire en noir et blanc et qui me prêtait pour aller développer mes photos. Donc, mais pour rebondir sur ce que disait Guy, moi, en effet, je ne suis pas du tout technique. C'est-à-dire que, voilà, je sais utiliser un appareil, pourquoi, comment, ça m'est égal. Oui. Je ne cherche pas à comprendre, à savoir pourquoi. Oui. Alors, bon, c'est de la différence en effet. Oui. Et je préfère faire une photo et voir ce que je peux en faire, la travailler, etc. Aujourd'hui, avec des moyens, Photoshop et autres, tous ces outils, mais c'est vrai que le côté technique, voilà, je vais pas dépenser des folies pour acheter un nouvel appareil qui techniquement est top de top. Oui. On se complète donc, finalement. Comment ? On se complète un petit peu, alors, finalement. Complètement, oui, je préfère... Toujours dans le domaine de la photo, mais on a deux aspects complètement différents, mais complémentaires. Surtout que pour faire une photo de mes légumes en particulier, quand j'ai commencé à faire ça ou autre, n'importe quel appareil, tu disais, c'est le côté artistique qui compte. Et le côté artistique, c'est pas le matériel qui est le plus important. Tout à fait. C'est l'œil ou ce qu'on veut en faire ou comment on le transforme, comment on le traduit. Oui. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus attachée à ce côté-là. Eh oui, Marthe. Et puis j'ai vu tes images, donc c'est vrai qu'aujourd'hui tu es invité sur RVL et puis autour de ce micro. J'en suis assez content parce que on a longuement parlé aussi justement de la photographie artistique et puis toute cette photographie qu'on peut réaliser, mais on va dire à la compétition, par exemple. Je donne un exemple, mais tu te rends compte que quand tu fais ce genre d'images dans ta cuisine, c'est pas pour faire de la compétition, tu vois. C'est pour faire ce que tu aimes, toi.
tout simplement, et puis d'en faire profiter aux autres, de Ouais. ton entourage, et de faire des expositions aussi, des petites expositions. Ce qui n'est pas d'ailleurs, très apprécié, on va dire. Hein. Ces photos-là, étant donné qu'elles sont originales, elles ne sont pas tellement appréciées du grand public. La preuve, à Octeville, j'ai une très mauvaise note du jury. Ah oui, alors, Ah oui, oui. c'est-à-dire La plus mauvaise, 7. 7. Il n'y a pas moins. À 7 sur combien Sur ça 20. va? Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui. Ça fait mal. Oui. Et puis, Bon, ça veut dire que ça, c'est pas apprécié, mais bon, moi, c'est pas grave. Et ça, je le fais depuis peu de temps. Hein. Je le fais pour mon plaisir. Et puis, maintenant, je me suis consacrée un peu à faire des expositions. Bah oui, pour partager, parce que je pense qu'il y a des gens qui apprécient quand même si c'est un petit nombre, ça me suffit. eh bien, on va faire notre première pause musicale. Et là, Cyril, tu nous as calé quel... C'est Charles Aznavour. Pardon Charles Aznavour avec qui à Rancoeur. Alors ça, c'est un souhait de Guy. Oui. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Et oui, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo, on en parle. Alors j'ai du mal à voir le petit voyant rouge là qui nous dit qu'on est à l'antenne. Il y a des décorations de Noël partout. C'est plutôt sympa. Alors Guy, dis-nous, quand tu as commencé cette fameuse collection de 600 et 700 appareils? Oh, eh bien. La date à peu près, quoi. Oui, quand j'ai commencé, bien évidemment, à gagner un peu ma vie, à travailler. Et puis, c'est venu, je dirais, un peu naturellement. Ma famille m'a fait quelques cadeaux d'appareils photo. Il y a eu, bien évidemment, au début, des périodes complètement inexistantes de collection. Et puis au fur et à mesure... la collection a un petit peu augmenté et ça fait maintenant, je dirais, plus de 40 ans que je collectionne des appareils photo avec peut-être des périodes un petit peu plus fortes qui correspondent, ces périodes-là, à avoir peut-être un petit peu plus, je dirais, d'aisance financière et puis aussi également un peu plus de temps. C'est-à-dire donc la période où on est en retraite et on a un peu plus donc de temps de loisirs. Mais ta collection, tu l'avais commencé déjà il y a bien longtemps. Oui, parce bien que sûr. Je l'ai commencé à 20 ans, 22 600-700 ans. appareils photo. Mais
Essentiellement, c'est sur les dernières 20 ans, quoi. Alors, quand on a une telle collection, comment qu'on fait pour s'organiser, pour les montrer aux gens, à sa famille, à ses copains, etc. Donc, tu as des vitrines. J'ai eu l'honneur de visiter ton bureau. Alors là, il y a deux très belles salles d'accueil. Il y a le bureau, puis c'est une petite salle d'accueil. Alors là, il y a des bibliothèques avec des vitrines, pardon, avec des appareils. Tout est mis en valeur. C'est très, très beau. Mais alors, chez toi, ton épouse, elle doit pester par moment pour la poussière, Non, pas est-ce que trop. tout est exposé d'ailleurs? Oui, pas trop, parce qu'on a la chance quand même d'avoir de la place. Ce qui permet de décorer aussi également un petit peu les couloirs. Donc je dois avoir à la maison une quinzaine de vitrines à peu près, plus quelques appareils en caisse que je ressorte, et plus bien évidemment des vitrines aussi également à mon bureau. Donc parce que ce qui est intéressant, c'est quand même de voir les appareils photo, c'est pas de les laisser C'est en ça, caisse. oui. Alors tu fais aussi de nombreux salons, de nombreuses expositions aussi. Oui. Et tu te déplaces un petit peu dans toute l'Europe, si j'ai bien compris. Oui, alors, il y a dans une collection, déjà, il faut faire vivre une collection. Il faut la faire vivre, il ne faut pas qu'elle soit statique. C'est-à-dire, il faut acheter, à partir du moment où vous estimez que c'est intéressant d'acheter, que ça correspond un petit peu à vos affinités. Et puis aussi également, il faut vendre. Il faut que ça bouge. Alors, acheter, bien évidemment, il y a plusieurs sources d'achat. Aujourd'hui, c'est assez facile. Voilà, c'est quand même relativement facile. Bon, évidemment, il ne faut pas se tromper non plus. Il ne faut pas non plus acheter n'importe quoi. Disons que là, il y a déjà une règle d'or au niveau de l'achat. C'est de ne pas acheter un appareil que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la première règle d'or. Au niveau des ventes, alors... peut-être que je m'y mettrai, parce que bien évidemment, je suis en relation avec beaucoup de collègues collectionneurs qui collectionnent les appareils photo, amateurs et professionnels. Parce qu'il faut savoir aussi également que vous avez donc des professionnels donc de l'achat et de la vente d'appareils photo, du négoce. Vous avez des professionnels aussi également. Et... ils vendent sur leur propre site internet, sur des sites de vente aux enchères, comme eBay. Oui, alors justement, etc. j'allais en venir aux enchères. Ça t'arrive d'en acheter aux enchères? Oui. Oui. Alors, comment ça se passe aux enchères? Parce que tu fais ça de chez toi, derrière ton ordinateur. Oui, alors déjà... comment tu pratiques? Alors, je prends l'exemple de collègues qui, bien évidemment, et c'est pas tout à fait comme ça que moi j'ai procédé uniquement pour raison donc, de manque de temps. Bon, j'ai beaucoup de collègues qui font les vides-greniers, qui vont donc chez des particuliers pour voir si, bien évidemment, il y a des appareils photo à vendre. Donc moi, non. Ce que je fais, c'est des foires spécialisées. Il n'y en a pas beaucoup. En France, il y a quand même... Oui, il y a la foire internationale. Il y a la foire internationale de Bièvre, où tout au début, il y a 20 ans, 30 ans, j'étais plus acheteur. Et maintenant, je suis plutôt vendeur à la foire de Bièvre, puisque je tiens un stand de vente. Je trouve que, en matière donc de vente, les foires, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup plus que de vendre sur Internet. Parce que bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le contact. C'est de pouvoir discuter avec des gens qui connaissent bien donc les appareils photo, qui connaissent la technique. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est d'avoir les contacts. Et puis aussi également, il y a le fait que lorsque sur des foires, vous avez une personne qui vous achète un appareil photo, il n'y a pas de réclamation en la matière que vous pourriez avoir, bien évidemment, sur un site internet parce que vous avez fait une photo, mais vous avez omis de montrer que derrière, il y avait une rayure ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de vendre sur les foires. À l'achat,
Alors évidemment, le confinement oblige. C'est que et les commissaires-priseurs et toutes les salles des ventes, notamment en France, ont bien compris le tournant, puisque ça s'est considérablement développé sur les 3-4 dernières années. Toutes les salles de vente, quel que soit l'objet, quel que soit bien évidemment le thème, même les œuvres d'art, etc., se trouvent sur Internet, directement, ce qu'ils appellent en live. Et donc là, bien évidemment, solution de facilité, à partir du moment où vous avez un peu de moyens, solution de facilité, vous pouvez acheter dans un fauteuil. Formidable ça. Alors on parlait de Bièvre là tout de suite, tu nous as tendu une petite perche, parce que Marthe, Bièvre, ça te parle beaucoup, Bièvre. Je fais partie du photoclub de Paris-Val-de-Bièvre. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Oui. Et j'étais à la foire encore en septembre, cette année en septembre, puisqu'elle n'a pas lieu en juin d'habitude. Ah d'accord, effectivement. Et je prépare, je fais partie des... Ouais. Alors, tu fais partie du photoclub du Val-de-Bièvre? Oui, quand j'habite à Paris, je faisais partie... T'habites à Paris, t'es une vraie Parisienne, toi. Hein. Oui, 50 ans, je t'ai dit. 50 ans. Mais tu faisais quoi à Paris? Qu'est-ce que je faisais? En dehors des photos, tu veux dire? Oui. Des maths. Ah, des maths. Oh là là. Oh, le mal de tête. Maths. Oui. Justement, il faut se distraire en faisant autre chose. Oui, c'est ça. Oui, il faut faire autre chose. Voilà. Alors, pour en revenir au photoclub de Val-de-Bièvre, tu y as été longtemps? Non, j'étais pas très longtemps parce que quand je travaillais, j'avais pas trop le temps. Et puis, je sais pas, 3-4 ans avant de partir de Paris. Mais bon, même, je continue d'en faire partie. Hier j'étais à Paris parce qu'il y avait l'AG, justement, elle a eu lieu avant-hier soir. Donc j'étais à l'AG hier, ou avant-hier, pardon. Oui, parce que c'est un club très dynamique. Et voilà, faire de la photo, c'est bien tout seul. Mais il faut partager aussi, et en parler surtout. Et avoir l'avis des autres, et voir ce que font les autres aussi. Et bon, dans le club de Bièvre, c'est le club de Paris, enfin Paris-Val-de-Bièvre, parce qu'il y a 2 antennes. Il y a une antenne à Bièvre et une antenne à Paris. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Paris-Val-de-Bièvre. Paris-Val-de-Bièvre. Voilà, il y a une bonne dynamique dans les personnes qui font partie du club, et c'est très riche, quoi. Voilà. Alors, vous faites... Quel genre de photographie au photoclub du Val-de-Bièvre? Il y a tout. Il y a des auteurs, il y a des gens qui font de la compétition. Oui, voilà. Il y a des gens qui font de la compétition, mais il y a des gens comme moi qui n'en font pas. On fait juste pour le plaisir, mais on partage quand même, justement. On a des soirées... Alors, vous pouvez partager justement ces soirées-là entre les auteurs. Alors, quand je dis les auteurs, ce sont ceux qui travaillent tout seuls, qui font des expositions tout seuls, qui montrent leurs images aux autres. Et puis, il y a les autres qui font que de la compétition. C'est-à-dire, ils font ça toute l'année. Il n'y a pas ceux qui font que de la compétition. Il y a des gens qui font la compétition à la fédération et qui font aussi des expositions, soit individuelles, soit au club. À Paris, on a une salle d'exposition dans le club et on fait des expositions tout le temps, et toute l'année. Enfin, ça peut être des individuels, des gens du club, enfin c'est pour les gens du club, je veux dire. Mais on fait souvent des petites expositions collectives sur un thème particulier, sur la nature, sur le reportage, sur différents thèmes que l'on choisit et tout au long de l'année, voilà. Mais et dans les soirées où on partage, c'est tout le monde peut venir, ceux qui font de la compétition et les autres, et donc on présente des photos, ceux qui veulent présentent des photos. Alors selon les soirées, c'est soit sur papier, soit sur projeté, et on les commente et puis on explique pourquoi on a fait cette photo, etc. Alors, lors de ces soirées-là, tu vas prendre un petit peu de, sous forme de cours, quoi, parce que ce sont des gens qui proposent aussi des ateliers aussi pour le cadrage, la mise au point. Alors, tout le côté un petit peu technique de l'appareil photo et de l'image. Oui, ils font pas de cours. On fait pas de cours au photoclub, justement. Les gens viennent pas pour prendre des cours. Par contre, quand on présente une photo, on va commenter le cadrage, la façon de faire la photo, le thème, le sujet, etc. On va tout commenter. Alors, si je comprends bien, c'est les plus anciens qui vont guider les plus novices. Oui, non, je pense que c'est ça, non, parce que chacun va défendre. Tu ne peux pas présenter une photo, même si tu es novice, tu présentes une photo qui te paraît intéressante, et puis forcément les autres vont dire oui, mais le cadrage n'est pas terrible, ou tu aurais pu faire ça à un autre moment de la journée. Donc justement, c'est là où on apprend.
même les Ouais, novices. mais quand tu fais tu projettes tes légumes, tu montres tes légumes. Je leur ai pas montré encore. Ah bon? Ben non, parce que je les ai fait ici pendant le confinement et j'ai pas encore eu l'occasion de T'as les pas présenter encore là-bas. l'occasion, et tu le feras. Peut-être, oui. Oui, parce Ils que- les ont vus parce que j'ai fait des. Enfin, j'ai un compte Flickr, donc ils peuvent voir mes photos sur le compte ou sur Instagram. Je les montre régulièrement sur Instagram. Et tu fais partie, alors, il y a combien de temps que tu es au Havre? 4 ans. 4 ans, et tu fais partie de la Société havraise de photographie. Voilà, quand je suis arrivée au Havre, j'ai essayé de trouver un club pour pouvoir aussi, parce que je peux pas tout le temps aller à Paris. Et les soirées à Paris, elles finissent à 23h des fois, donc je peux pas rentrer, je suis obligée de rester à Paris. Donc j'ai essayé de trouver un club au Havre, et le plus important, c'est celui de la SHP. Oui. quoi, oui. Et à la SHP, tu leur montres Ouais. tes Je leur ai montré une fois, oui. photos que tu fais dans ta cuisine. Alors, Ouais, tu ils vas n'ont nous pas dire- aimé non plus. Ils n'ont pas aimé. Non, ils n'ont pas. Non. Bah, T'étais dans- la SHP, là, oui, j'ai une fan là. Oui, alors là, tu étais dans le potage. Là, si Ah, je comprends complètement. bien. Non, la SHP, ils sont plus dans la Tu vas compétition. nous expliquer après comment tu fais tes photos. Non, la SHP, ils sont très compétition, voilà. Ouais. Et ça rentre pas dans la compétition. Alors, Donc, tu te sens peut-être pas tout à fait à l'aise alors pour montrer tes Non, mais images. bon, par contre, on prépare, elle est prête maintenant, on a préparé une exposition qui aura lieu à la mairie du Havre au mois de février. J'ai 3 photos qui ne sont pas des légumes, des photos du Havre, mais un peu plus originales, D'accord. mais sur le Havre. D'accord. Faites au Et Havre, je veux dire. tu exposes aussi dans des petites galeries. Hein, Voilà, j'ai exposé Créapolis. Ça, c'était les c'est un légumes. lieu, incontournable. Oui, et puis Alors, Créapolis. Créapolis, c'est un des magasins qui revend du matériel photo et qui réalise aussi des prises de vue. Ouais. Et qui a Qui fait des à cours l'étage des stages. Ouais, et puis ouais. à l'étage, il y a aussi une belle petite salle. salle Une belle d'exposition. salle. Ouais, c'est une belle salle, Une quand belle même. salle. Oui, Ouais. oui. Et donc tu as eu Et c'est Alain primeur Blondel. d'exposer. Hein. Et Alain Blondel a adoré mes légumes. Ah, vraiment, Oui, ouais. bon, Ah on oui. est 2 Ah oui, déjà. oui, là, on est vraiment. 2, 3. Ouais, Là, 3. je vois dans les 4 aussi. Là, il y en a un 4e. Et oui, donc c'est lui qui m'a donné la première chance de. Oui, il m'a dit vraiment c'est original, voilà, donc il m'a permis d'exposer. Et après j'ai exposé aussi au Café du Sirius. Avec Alors, des. Ça se trouve où? Parce que je connais Le pas. cinéma Le Sirius, c'est le devant c- l'université, avenue de la Ah oui, République. le cinéma. Le D'accord, cinéma, il y a ok. une petite salle, un petit restaurant D'accord. qui s'appelle le Café du Sirius. Au D'accord. premier étage, et voilà, donc là j'ai exposé aussi. Alors, je sais aussi que tu as été voir une exposition il n'y a pas longtemps à Sainte-Adresse. Tu as rencontré les gens de l'association Deuxième Rideau. Oui, alors c'est pas tout à fait ça. Je me suis inscrite au club Deuxième Rideau. D'accord. Juste pendant le confinement. Parce que Bah, j'ai alors, tu vas faire partie de combien de clubs Oui. comme ça? Dis donc. Hein. Puis dis donc, à Barcelone, il n'y a Mais pas un chaque- club photo là? Mais chacun est différent. Tu veux, Paris, c'est une chose, c'est très vivant, voilà, c'est une chose, on partage beaucoup. À la SHP, on partage pas beaucoup, mais bon, voilà. Et à Sainte-Adresse, je me suis inscrite parce que j'ai repris l'argentique, et là, je refais de l'argentique. Très. Là, ça, C'est le seul très- de la région à avoir un labo argentique. L'association Deuxième Rideau de Et Sainte-Adresse. et voilà, et on a exposé ensemble des photos. C'est les seuls qui ont un laboratoire noir et blanc. Ah oui. Hein, Ah oui, c'est ça. j'ai fait tout. Et ce tous les sont des clubs gens de la très région. gentils. D'ailleurs, Ah oui. je me souviens, le premier invité qu'on avait fait ici, c'était Jean-Michel Lerat. Ah oui. Ça remonte il y a 9 ans. Il a été Ma président, première- je crois. Il a oui. été président, qui était photographe à la presse Avraise, lui. Oui. Voilà, Jean-Michel. Et puis, on va faire une deuxième pause musicale aussi, Cyril, si tu veux bien, parce que là, il n'arrête pas de regarder des photos. Je sais que Cyril. Et là, alors là, on va faire plaisir à Marthe. C'est un petit choix. Bon, je vous laisse découvrir. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école.
table est bourrée de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé ô ma cité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leur ventouse. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile? Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Ouais. Et puis après, on revient à ta cuisine. Ah oui, bonjour, chers amis auditeurs de RVL. On est en train de... Voilà, c'est toujours pareil, ces guirlandes nous cachent le micro. Là, on ne voit pas si on est en antenne. Et en plus, on est en train de manger des chocolats. Voilà. Ben, on ne peut pas vous en donner, sauf si vous voulez en chercher, il y en a. Voilà. Eh bien, écoute, Guy, on va revenir un petit peu en arrière sur la collection, parce que tu m'as dit quelque chose de très intéressant que j'ai noté. Et si tu sais... En 1880, 1900, tu me dis, ah, mais à cette époque-là, les photographes, ils avaient 50 kilos sous le dos. Alors, j'ai réalisé 50 kilos, j'ai dit, mais c'est 50 kilos de quoi? De matériel photo? Et là, tu me dis, non, ils développaient leurs photos sur le champ. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, ça remonte même avant 1880, puisque la photo, officiellement, a été inventée en 1839. Par Nicéphore Niepce, donc après bien évidemment des vicissitudes, et la première photo officielle c'est 1839. Ensuite il a pris donc un associé qui s'appelle Daguerre, Louis Ferdinand Daguerre, qui a bien évidemment développé le concept. C'est un concept qui consistait donc à développer une photo sur une plaque en cuivre imbibée donc de bitume de Judée, qui bien évidemment ils ont découvert que ce produit-là était sensible à la lumière.
Alors bien évidemment, ces premières photos avaient quand même beaucoup d'inconvénients puisqu'elles n'étaient pas reproductibles. On pouvait faire qu'une seule photo. Et ça s'est appelé daguerréotype. Donc 1839, 40, 45, etc. Le brevet d'ailleurs a été donc acheté par l'État français, qui est ensuite après qui l'a offert donc au monde entier, et c'était un brevet qui est devenu universel. Ensuite, bien évidemment, il y a eu plusieurs autres inventeurs avec différents autres procédés, et notamment un procédé du collodion humide. Donc une sorte de mélange de coton avec de l'éther, etc., qu'on mettait sur des plaques. Ce n'était plus des plaques de cuivre, mais des plaques de verre. C'était en quelle année ça à peu près ? Entre 1850 et 1880. Alors c'était aussi également très intéressant parce que ces plaques-là étaient beaucoup plus sensibles à la lumière, donc avec des photos qui étaient un peu plus précises. Mais qui avait l'inconvénient donc devoir d'être développé sur place. Aussitôt. Donc aussitôt. Donc lorsque vous aviez des paysages à développer, et notamment il y a eu aussi également des missions donc patrimoine français. pour répertorier donc tout le patrimoine français, les monuments, etc. Bien évidemment, ces photographes-là donc colportaient donc tout leur matériel qui pouvait peser plus de 50 kilos. Donc, c'est-à-dire, donc, ils avaient leur appareil photo, donc les chambres, qui étaient déjà assez lourdes, avec différents formats, donc, et puis donc, le laboratoire ambulant, donc plus de 50 kilos. Voilà. C'était quelque chose d'impressionnant, parce qu'aujourd'hui, avec nos petits appareils numériques, on fait... Est-ce que je peux dire qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on fait mieux ? Bien évidemment qu'on fait mieux puisque les photos sont plus précises, on peut les reproduire à l'infini, on peut les supprimer, on peut même aussi également, puisque Marc disait qu'elle pouvait utiliser Photoshop, on peut bien évidemment les transformer, les améliorer. Bon, bien évidemment, il y a une évolution technologique incommensurable. Alors, dans ta collection, est-ce que tu as ce genre d'appareil ? Alors, mes premiers appareils... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les appareils entre 1839 et 1880, ce sont des appareils très rares, donc très chers. D'accord. Donc, qui sont entre les mains donc, de collectionneurs mais vraiment de très, très, très haute volée. Ou dans les musées peut-être aussi. Et puis dans les musées. En Belgique, oui, Charleroi. Puisque tu disais que... Musée, oui, puis au musée de Bièvre aussi. Bien sûr. Donc au musée de Bièvre, puisque c'est le musée national de la photographie. Il y en a deux en France. Il y en a deux. Il y en a un à Bièvre et puis un autre à Chalon-sur-Saône. Et donc, moi, mon premier appareil photo, c'est 1880. 1880, c'est une photosphère, donc de fabrication française, complètement blindée, parce qu'à l'époque, bien évidemment, il fallait, puisqu'on les transportait, il fallait que ça soit très très résistant, et donc qui s'utilisait avec des plaques de verre. Et tu m'as dit que aussi c'était des appareils qui étaient utilisés pendant la guerre 14-18. C'est cela ? Après, bien évidemment. Après, là, les coques étaient en métal. Hein, oui, là, 1800, là on est situé 1880-1900. 1900. Voilà. Alors, la guerre 14-18, à cette époque-là, il y avait aussi également un engouement donc, d'appareils stéréoscopiques, puisque on n'a rien inventé. Il y a eu donc à cette époque-là beaucoup d'appareils stéréoscopiques qui permettaient donc d'avoir des photos en relief avec des visionneuses stéréo, etc. Et notamment pendant la guerre 14-18, il y a eu beaucoup de développement de ce type d'appareils complètement blindés en fer, etc. Et ça, tu as parce que j'ai vu dans ta vitrine. Oui, hein, tu as ça, oui. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'on a tous une passion qui nous dévore, mais Marthe, elle a aussi une passion qui la dévore, c'est la cuisine. Ah. Alors là, chers amis auditeurs, si vous avez un petit papier, parce que je crois que si on a 2 minutes, on va vous donner une recette que j'étais tout à fait... Ah bon ? Ah oui, je ne vais pas l'essayer tout de suite, mais je te promets que je l'essaierai. Mais avant d'arriver à cette recette, je voudrais savoir, alors comment t'es venue l'idée, justement, de photographier ta cuisine ?
ta cuisine dans les deux sens, hein, parce que c'est l'endroit où tu fais tes photos, mais c'est l'endroit où tu cuisines, et puis l'endroit où tu présentes tes plats et tu les photographies. Mais alors, je suis allé chez toi, c'est pas un grand studio, c'est un petit studio. Ce que tu nous sors, c'est très joli, mais alors, tu as du matériel pour faire tout ça, et puis ta cuisine. Alors, à partir de quel moment où tu décides de faire la photo de ta cuisine? Tu dis, c'est parce que j'ai réussi ce plat-là, ou c'est en cours de construction du plat, ou c'est avant, c'est avec tous les légumes que tu prépares, puis tu te dis, tiens, là, je vais faire une petite composition dans ma cuisine, et puis avec mes 2 ou 3 projecteurs G, je vais faire une image. Comment ça se passe, tes prises de vue? Parce que c'est très intéressant, parce que tu as très peu de moyens. T'as pas un studio professionnel. Voilà, j'ai très peu de moyens, oui. Très peu de moyens, et tu nous sors des jolies choses. Alors, explique-nous un peu, là. Je dois dire que jusqu'au confinement, en 2020, j'avais jamais fait de nature morte. D'ailleurs, c'est un sujet qui ne m'intéressait pas du tout. Par contre, la cuisine, oui, j'aime cuisiner, mais jamais j'ai eu l'idée de faire une photo de mes plats ni de mes légumes. Et c'est vrai que pendant le confinement, histoire de s'occuper, je me suis dit à faire quelque chose d'autre, puisque faut pas seulement s'occuper, il faut trouver des idées. Donc j'ai regardé des tutos sur Internet et autres, et je me suis dit, pourquoi pas, en effet, là, c'est là que j'ai commencé à faire, un jour une tomate, un jour un citron, mais j'allais pas poser un citron comme ça sur la table, donc j'ai essayé mais j'ai mis du temps, hein, j'ai mis peut-être 2 heures avant de faire ma photo de citron quand même. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, et puis avec une amie justement du photoclub de Paris-Val-de-Bièvre, au début du confinement, on s'était donné comme défi de faire une photo par jour, pour raconter notre confinement. Et c'est vrai qu'à part sortir un petit peu et on n'avait pas beaucoup de temps, on était plus à la maison qu'autre chose. Donc c'est comme ça que j'ai continué à faire mes photos de légumes. Alors les plats, je fais pas tellement de plats terminés. J'ai fait les légumes, ou les légumes surtout, parce que je cuisine beaucoup de légumes, avant de les cuisiner. Voilà, surtout je fais plus de légumes avant, plus que les plats terminés. Et alors, cette composition, je l'ai fait, tu la réalises avec les moyens du bord, c'est-à-dire que les lampes que j'ai à la maison, sinon le soleil sur ma fenêtre, sur mon balcon, la lumière naturelle, elle est pas mal non plus, pour faire des photos. Oui, tout à fait, oui. Donc je fais beaucoup de, voilà. Très belle lumière. Et puis au mois de mars l'année dernière, pendant le premier confinement, on a eu 2 mois avec des belles journées, donc. Et après, petit à petit, après, entre les 2 confinements, j'ai acheté un peu de matériel, j'ai acheté des spots, j'ai acheté, quand même un peu, mais ça reste très peu, ça reste léger, quoi. J'ai pas acheté du gros matériel. Du gros matériel pour faire. Je préfère là, tout à l'heure, j'avais une jacinthe que j'ai mis sur mon balcon avec une ombre, etc. J'ai fait une photo. C'est une composition. Voilà, une petite composition avec une jacinthe, je veux dire, ça peut. Alors, il y a aussi des petites recettes que tu m'as dit, tiens, nous, à Noël, on fait un gâteau, là-bas, chez toi. Plus que je t'ai dit. C'est à base de petites pâtes. Ah que tu m'as fait goûter, d'ailleurs, un petit peu. Turro. Alors, vas-y, tu peux nous le redire, ça? Turro. Alors, vas-y, c'est quoi? C'est des amandes pilées et avec du sucre, puis c'est compressé, puis ça fait, c'est tout. C'est que des amandes. Alors, c'est une petite pâte d'amande c'est de l'amande, des amandes pilées. Pilées. Plus ou moins fin, on va dire, mélangé avec du sucre, ils font une pâte compacte, et puis c'est tout. C'est tout, vraiment. C'est tout. Alors ça, c'est pour Noël, ça. Et ça, c'est un des desserts typiques de Noël, oui. Ça se mange à Noël, ça se prépare longtemps. Enfin, les gens le vendent... Oui, c'est surtout... Après, maintenant, on en vend toute l'année, mais bon, c'est vraiment le dessert de Noël. Alors, j'ai noté quelque chose, puisque je pense que celle-là, je vais la faire. Je te demandais des conseils avant. Mais tu m'as dit, c'est simple. Bon, comme j'ai un peu d'expérience dans la cuisine, en plus. Oui. Le lapin au chocolat. Voilà. Alors, c'est Noël, on mange des chocolats partout, il y en a plein le studio, mais tu peux nous expliquer un peu quel est l'intérêt de mettre du chocolat avec du lapin? Si, c'est très bon, et les enfants adorent ça. Hein. Autant, des fois, ils n'aiment pas les viandes en sauce, le lapin. Alors, c'est pas très simple non plus quand même. Bon, le lapin, on le fait revenir, mais on fait une sauce à base d'oignons, de cannelle, de chocolat. Alors, c'est du chocolat noir, mais c'est un chocolat spécial. C'est un chocolat je ne trouve que à Barcelone, qui s'appelle chocolata à la pedra. C'est comme la pedra, ça veut dire la pierre. C'est comme une pierre de chocolat. Hein. C'est presque 90% de chocolat, presque sans sucre. Hein.
Et c'est celui-là qu'on On pile. peut pas le manger, hein, 90%. Non, ça c'est pour la cuisine. C'est fait que pour la Alors, cuisine. c'est pour la cuisine ou pour faire le chocolat qu'on fait aussi très Alors, tu l'Espagne à la tasse, tu sais, avec le chocolat épais qu'on Oui. boit comme ça. C'est ce chocolat-là aussi. ce chocolat. Donc Et on fait une sauce, pardon. Oui, je reviens à ma sauce. Donc à ton lapin dans la à casserole. mon lapin. Donc on fait une sauce avec, on pile, de l'oignon, un peu de tomate. Moi je mets de la cannelle, de l'ail évidemment, du safran, du chocolat noir. Et puis voilà, cette sauce, on la lie comme on lie la sauce. Et après, on fait cuire le lapin un petit peu, revenir à côté. On met tout ça ensemble et on le laisse mijoter. Alors, Voilà, qu'est-ce voilà. que ça donne en goût? Et Je serais curieux de goûter. on sent pas le chocolat parce que comme il est noir et qu'il est presque sans sucre, on sent pas le goût du chocolat. T'as pas l'impression de manger du chocolat. Mais ça donne, moi je trouve, quand on le sait, on le sent, c'est un tout petit peu amer, mais un tout petit peu. Mais comme il y a aussi de la cannelle, tu vois, puis c'est du chocolat à la cannelle en général. Ah ben dites donc, hein, à la fin, quelle heure il est là? Hein Je vous en ferai. Alors, justement, en parlant de quelle heure il est, si Will, il me reste très peu de temps, si j'ai bien compris. Ça va, parce que oui, j'ai encore un petit peu de temps. Oh, t'es super gentil, Cyril. Donc, l'émission va être un tout petit peu plus longue. Parce qu'il y a vos projets aussi. J'aimerais bien aussi. Et puis, j'ai des annonces aussi à faire. Et le lapin au chocolat, c'est une chose. Mais alors les appareils photo dans les vitrines, là. Guy, quels sont tes projets pour tous ces appareils? Est-ce que tu as envie de faire une grande exposition? Un jour, il y a quelqu'un qui te dira, par exemple, l'hôtel de ville du Havre, par exemple, parce qu'ils font au moins ça, il dira, bah tiens, ce serait bien qu'on ait une grande collection. Est-ce que toi, ça te ferait plaisir d'exposer tout? Oui. Ou une partie, hein. Pourquoi pas? Je l'ai déjà fait. Bon, bien évidemment, pas 600 appareils photo, parce que matériellement, c'est compliqué. Mais j'ai fait déjà une sélection, donc à exposer à Montivilliers, notamment au salon des cartophiles, des cartes postales, avant le confinement. Et donc ça a eu quand même pas mal de succès, ce qui m'a permis bien évidemment d'avoir des contacts, de discuter avec les gens. Et puis donc de montrer bien évidemment l'évolution technique des appareils. Alors l'évolution technique, je voudrais juste que tu me parles 2 secondes de l'Aïka, parce qu'il y a des photographes qui vont nous écouter, mais je sais que tu as une pointure là-dessus. Oui. Tu as le premier Leica, un des premiers ou le premier. Oui, hein. puis le dernier. Et puis le dernier. Oui. Mais cette collection de Leica que tu as, mais pourquoi les gens achètent du Leica? Parce que moi, j'étais professionnel, je n'avais pas de Leica parce que ça coûtait cher. Et tu peux m'expliquer pourquoi? Alors, je fais juste une petite aparté par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, en disant, mais finalement, est-ce que c'est mieux aujourd'hui qu'avant? Bien sûr que c'est mieux, ne serait-ce que pour les produits chimiques. Parce que, tout le monde a utilisé les labos photos, on manipule des produits chimiques, c'est pas forcément toujours très très simple, il faut faire attention aux manipulations, mais auparavant, il faut savoir que les premières photos sur plaque de verre se révélaient à la vapeur de mercure. Allez, bonjour la santé. Donc, imaginez faire ça en laboratoire aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, et je dirais que c'est mortel. Oui, mortel. Et j'ai lu des articles à l'époque où, bien évidemment, les photographes, ils ne vivaient pas très 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 longtemps à cause de ça. Hein. Ouais. Et donc ça a été complètement occulté, mais il y avait à l'époque beaucoup de manipulations de produits chimiques nocifs qu'aujourd'hui seraient proscrits complètement. Ouais. Alors, maintenant, pour les Leica. Ah, voilà, vas-y. J'ai hâte d'entendre. Les Leica, les premiers Leica, alors, bien évidemment, c'est allemand. Les premiers Leica, c'est... la firme Leica a commencé par fabriquer des microscopes, et puis ensuite, après, a eu un ingénieur au sein de leur entreprise qui a travaillé sur la construction et les plans d'un appareil photo, et ça a démarré en 1920-1925. Les premiers cas. Le gros avantage de ces Leica, c'est que, bien évidemment, ils étaient manipulables, tout petits, donc avec un film facilement utilisable, puisque c'était du 35 mm perforé, donc le film qu'on utilisait pour les cinémas. Et ça s'est développé comme ça.
1920, 1925, et puis ensuite après, il y a eu un certain nombre de séries de Leica jusqu'à la guerre 1940-44. Ce sont donc des appareils traditionnellement télémétriques. Il n'y avait pas de réflexe. Alors c'est quoi télémétrique? L'appareil télémétrique, c'est un télémètre, c'est-à-dire donc une juxtaposition donc de deux images que vous voyez donc dans un viseur afin de faire la mise au point. Et bien évidemment, ça, vous estimez très pratique, donc, avoir bien fait la mise au point lorsque ces deux images-là j'ai été assemblées, sont bien superposées. Ouais. Il y a eu la guerre, mais ensuite après Leica a continué. Je parle toujours en argentique. Oui. En argentique, et ensuite il y a eu l'engouement des réflexes et Leica a abandonné donc tout son concept télémétrique, donc des Leica M. Télémétrique pour justement se consacrer aux appareils réflexes jusqu'à 1990. Et ensuite après il y a eu la numérique, mais j'aurais tendance à dire qu'ils ont été dépassés un petit peu, surtout sur le numérique, par l'évolution technique donc des appareils japonais, ultra modernes, Canon, Nikon, essentiellement. Ouais. Ultra moderne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui différencie un Leica d'un autre appareil et qui pourrait présenter les mêmes techniques? C'est financièrement aussi. Alors, il y a deux choses. Ouais. D'abord, c'est sur les matières, les matières utilisées. Une chose absolument incroyable. Moi, j'ai en main un appareil Leica d'avant la guerre, par exemple, concurrencé par des appareils français, concurrencé aussi par des appareils russes, et là vous voyez tout de suite la différence. Donc déjà, c'est la matière. Les appareils français, aluminium de basse qualité, ça se voit tout de suite. Leica, aluminium de très très bonne qualité. Les optiques aussi également, etc. Et puis, il y a aussi une sorte, il faut le dire, ce qui est une sorte de snobisme. Oui. Donc Leica, c'est-à-dire que ce sont des appareils déjà à l'achat très 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 chers. Très, qui très valent cher, oui. peut-être 5, 6 fois, 10 fois Ouais. un appareil à peu près similaire. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, chers amis, on approche de la fin de cette émission. Cyril, elle était très gentil, Cyril, de nous laisser quelques minutes de plus, parce qu'il y a encore des choses à dire avec mes invités. Puis je voudrais aussi passer des petites annonces aussi. Avant de conclure, Marthe, est-ce que tu as un Leica, toi? Non. 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 Moi non Donc, plus. C'est que des Nikon. Donc tu n'es pas snob. Moi, pas non. Je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, quels sont vos projets à tous les deux? Alors, on va commencer par Marthe. Marthe, Ben, moi, tes je- projets, c'est quoi pour 2022? Ben là, j'ai 2 expositions en cours. Donc en février avec la SHP. Donc ce sera le thème, c'est plus le Havre. Mais bon, il y a des belles photos. Hein. Et ça sera à l'hôtel de ville? À l'hôtel de ville Alors, et ça, c'est quand, tu m'as dit? février, tout le mois de février. Tout le mois de février. Je sais pas la date exacte, mais ce sera en février. D'accord. Et après, ma série de légumes, je vais la représenter à l'Orangerie, au restaurant L'Orangerie des Jardins Suspendus, au mois Ah bah d'avril. oui, on marque au jardin suspendu, Voilà. des légumes, c'est Ah, cool bien. de source, hein, Voilà, c'est bien. donc tout le mois d'avril. Bon, et toi, Guy, alors tu as des projets d'exposition non. Peut-être à la demande, bien évidemment, je serai tout à fait disponible pour exposer des appareils photo en toute sécurité. C'est intéressant d'ailleurs de faire des... Moi, je l'ai fait dans le temps. Ouais, on va faire ancien combattant. Je sais pas, tu te souviens, je t'en ai parlé l'autre jour, il y avait un brocanteur sur le Havre, la caverne d'Ali Baba. Oui, Ça me revient. Oui. C'est ça, dans les années 85, j'avais demandé qu'il me prête une super chambre sur pied, c'est impressionnant. Oui. Et très gentil ce monsieur, et il m'avait prêté cet appareil là pour meubler une exposition. Et faudrait faire dire à nos photographes de la région de céder quelques vitrines. Les gens sont curieux. Oui, tout à fait. Et puis là, on a parlé que photographie, on n'a pas parlé cinéma, hein, Bah oui. Oui. hein, Guy, parce que je sais aussi que tu as des lanternes magiques, etc., etc. Oui. C'est que tu as des lanternes magiques, et elles sont très belles. Alors, bien évidemment, dans notre jargon, ça s'appelle pas cinéma, ça s'appelle pré-cinéma. Comment tu dis? Pré-cinéma. Pré-cinéma. C'est-à-dire donc les appareils qui ont précédé le cinéma, c'est-à-dire à image fixe, non pas image mobile. Alors tu fais partie aussi d'une association, j'ai noté, le CNL, c'est Oui. ce Club Niepce Lumière.
Oui. Et qui se tient où? Alors, c'est une association? C'est une association, je dirais, nationale, dont le siège est dans la région de Lyon, qui participe à certaines foires aussi également pour avoir donc des adhérents et qui diffuse une revue mensuelle sur des articles donc rédigés par les adhérents avec des photos, un petit peu de commentaires, des articles techniques, il y a les assemblées générales, il y a des réunions, alors bien évidemment à laquelle on ne peut pas forcément toujours participer. Il y a encore une question que je voudrais poser, oui, excuse-moi. Est-ce qu'on peut devenir jeune collectionneur? Excuse-moi. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, puisqu'il y a en matière de collection d'appareils photo pratiquement tous les prix. D'accord. Moi j'ai commencé à collectionner des appareils à 10 €. Et... Maintenant, il faut savoir aussi également qu'il y a, en matière de collection, des choses complètement inouïes. Je peux vous dire, par exemple, que très récemment, vente aux enchères en Autriche, parce que le marché est très dynamique en Allemagne et en Autriche, en matière donc d'appareils photo, il y a un appareil Leica qui a été vendu 1 million d'euros. Ah oui, ça fait tousser là. Donc la question que tout le monde se pose, c'est de dire mais comment peut-on acheter un appareil photo? Et vous verriez la photo, ça ne vous dirait absolument rien. Quoi. Ouais. Comment peut-on acheter un appareil à 1 million d'euros? Donc voilà, voilà. On peut passer de 10 € à 1 million d'euros. Oui, et ben, ça va être la conclusion de notre émission et je voudrais faire 2 ou 3 petites annonces, si Will, s'il te plaît. Demain, c'est le marché à Octeville-sur-Mer et quand vous allez au marché d'Octeville-sur-Mer, il y a une petite galerie, alors qui a changé de place, qui est en face on va faire de la pub pour le Crédit Agricole. C'est une galerie, elle est toute blanche et là il y a des artistes demain. Et puis demain vous pouvez pas rater parce que demain il y a un Noël Manouche. Il va y avoir un petit concert en extérieur avec des manouches qui vont venir jouer un peu de musique. Et puis, à l'intérieur de cette petite galerie, alors c'est une galerie qui est pilotée par le président de l'association Réflexe, c'est ça, hein, d'Octeville-sur-Mer. Réflexe, mais ça fait partie aussi de Festivart. Et là, il y a une dizaine d'exposants. Alors, il y a des peintres, il y a un photographe, il y a un tourneur sur bois, céramiste, etc. Donc, si vous avez envie de faire vos emplettes demain tranquillement à Octeville-sur-Mer, eh bien, allez faire un petit tour et vous allez entendre de la musique. Et ben, vous allez voir, vous allez écouter, puis vous rentrez juste à côté. Il y a une très belle exposition. Je l'ai visitée en catimini cette semaine. Et puis je voudrais aussi vous donner une autre information, c'est que votre animateur, Dominique, je savais plus qui j'étais. Moi, aujourd'hui, je suis un peu bousculé parce que voilà, je présente une exposition à la mairie de Montivilliers qui s'appelle Pile ou Face, et c'est une exposition pour l'anniversaire du passage du franc à l'euro. C'est une exposition que les prises de vue j'ai réalisées il y a 21 ans exactement. Et puis j'organise à cette mairie de Montivilliers, mais je crois qu'on va en reparler avec Cyril parce que je pense que Cyril fera on fera une petite émission là-dessus, sur l'euro, le franc, la photographie, et puis comment on peut réaliser 20 ans avant. Je m'étais dit, je vais engranger des images et puis les retrouver 20 ans après pour faire une exposition sur le franc, documentée de textes, etc. Donc ça, je reviendrai vous en parler en début janvier. Et puis aussi, au début janvier, je reviendrai vous parler d'un livre que je viens de sortir, alors un petit livre, L'homme au chapeau, mais ça on en a parlé ici. L'homme au chapeau, il a été de nombreuses fois invité ici dans ce studio, et c'est l'histoire d'un photographe qui a été photographié au musée de Rouen, et ce photographe-là, il lui arrive une mésaventure dans le musée de Rouen, et c'est une histoire insolite, et c'est mon premier essai. Alors je pense qu'on fera un petit cocktail, et puis comme on est un peu embêté avec ce Covid,
Je suis vraiment désolé, mais ce matin, il y a eu une inauguration, mais il n'y avait pas de pot. Et puis, les invitations étaient limitées. Donc, je suis un peu navré par rapport à tous les gens qui me connaissent et qui auraient bien aimé être là, mais c'était pas possible à cause du Covid. Et ça continue. Et là, je sors un livre et puis, tous ceux qui ont l'habitude de venir à la présentation de mes livres, ça se fait toujours dans des grandes salles avec beaucoup de monde. Et puis là, ça se fait pas en catimini, mais c'est un peu difficile. Donc l'homme au chapeau, vous en entendrez parler dans la presse, et puis je viendrai vous le présenter. Voilà, merci Cyril, merci chers amis auditeurs, merci Guy. Je te souhaite un bon Noël. Merci bien. Je te souhaite un bon Noël. Merci. Manu Ça aussi. Merci. aussi, Manu qui est là-bas. Et puis Josiane, donc, qui était là, qui nous écoutait. Puis Cyril, bon Noël à toi. Oui. Hein, Bon Noël à toi aussi. bonne fête de fin d'année. Et puis longue vie encore à RVL, parce que l'année prochaine, on fête. Le 40e anniversaire. Eh oui, très bien. Merci beaucoup, chers amis.